La suite, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. On parle des nouvelles ambitions du Sénégal dans le domaine du numérique. La stratégie numérique a été officiellement lancée ce matin. Tidiane Seck, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, expert en stratégie numérique. On ne vous présente plus, mais quand même, rappelons que vous avez mis en place l'Agence de l'informatique de l'État et que vous avez également élaboré la stratégie SN 2025. Avec nous également Ismaël Camara, bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation, journaliste communicant, spécialiste du numérique. La nouvelle stratégie donc a été lancée, elle se décline en 4 axes clés que sont la souveraineté numérique, la digitalisation des services publics, le développement de l'économie numérique et également faire du Sénégal un leader africain du numérique. D'abord Tidiane Seck, quelle est votre analyse après avoir découvert cette stratégie dont le soubassement, rappelons-le, est la souveraineté numérique? Très bien, merci beaucoup. D'abord, je dois dire que lorsque nous avions participé il y a quelques années à l'élaboration de la stratégie nationale Sénégal 2025, nous avions procédé par des mécanismes similaires, notamment en commençant par discuter avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Cette démarche a été également une démarche inclusive. Des discussions se sont faites. Cette fois-ci, il y a eu des discussions qui ont été menées carrément sur l'Internet, oui, avec un site où l'ensemble des Sénégalais, où qu'ils se trouvent, y compris dans la diaspora, avaient la possibilité donc de poster leurs, oui, remarques, de discuter dans des petits forats, oui, avec les outils que vous connaissez, hein, les outils Internet, et in fine, lorsque l'ensemble de ces éléments ont été compulsés, on a eu suffisamment de, on va dire, de grains à moudre pour pouvoir réfléchir, regarder ce qui se passe dans le monde, regarder quels sont les déterminants socio-économiques de notre pays pour bâtir cette stratégie. Mais nous avions la chance quand même que avant d'aller vers la stratégie numérique, il y a eu le plan Sénégal 2050 qui a fixé des objectifs tout à fait nouveaux et avec des orientations qu'il fallait intégrer. Étant donné que le numérique aujourd'hui touche l'ensemble des activités humaines, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles, il était nécessaire de faire un alignement extrêmement précis de ce que nous voulons faire dans le numérique par rapport à la stratégie 2050, qui est une vision qui trace l'avenir pour les prochaines années. On va en parler avec vous et c'est intéressant parce que je rappelle que vous avez élaboré la stratégie SN 2025 dont on a également parlé aujourd'hui avec un faible taux de réalisation stratégique. On va revenir là-dessus, mais d'abord Ismaël Camara, quelle est votre appréciation générale de ce projet numérique 2034 ? L'appréciation générale, c'est que c'est une stratégie qui promet. C'est une stratégie nationale numérique qui promet, le New Deal technologique, puisque ça, avec cette stratégie, l'État entend entrer de plein pied dans la souveraineté numérique. Et cette souveraineté numérique transcende toute la stratégie. Je veux dire, puisque ça va nous permettre, ça va permettre à tous les citoyens sénégalais d'avoir accès à l'Internet, d'avoir accès, d'avoir des infrastructures, je veux dire, critiques qui sont bien tenues. Cette stratégie également va pouvoir permettre aux jeunes créateurs, aux jeunes innovateurs, aux startups, aux jeunes pousses, véritablement de se surpasser pour qu'il y ait, in fine, des champions, des licornes. On parle même de 50 sur les 500 startups qui seront labellisées. Je pense que s'il y a 50 en tout cas qui sortent du lot, on aura largement atteint les objectifs de 2025 à 2034. La souveraineté numérique, c'est le maître mot. Tidiane Seck, tenant compte de l'expérience SN 2025, quel est selon vous le défi majeur aujourd'hui ? Alors, le défi majeur
si on revient à la souveraineté, on peut naturellement considérer que c'est véritablement le défi. Cependant, la souveraineté embrasse plusieurs facettes qu'il faut regarder tranquillement. Oui. La première facette, c'est que cette souveraineté commence par la maîtrise de nos assets, de nos équipements, de nos infrastructures. Je pense que de ce côté-là, je veux dire, les choses sont plus ou moins, disons, plutôt faciles. Parce que les infrastructures sont situées à l'intérieur du pays, dans nos entreprises, au niveau de l'État. Et donc, dans les infrastructures critiques, notamment si vous prenez le cas de la fourniture d'électricité, la Sénélec a ses propres infrastructures qui ne sont pas ailleurs, qui sont au Sénégal. Donc, il faut d'abord maîtriser ces infrastructures. Maintenant, il y a un élément très important là-dessus, c'est que dans les infrastructures, il y a beaucoup d'équipements. Et ces équipements embarquent des logiciels, embarquent des puces électroniques. On a vu ce qui s'est passé notamment au Liban, où par des mécanismes on va dire, de modification des éléments, ce qu'on appelle les microcodes, qui sont à l'intérieur d'un téléphone, on peut le faire exploser et tuer des gens. Donc, toute la chaîne de distribution et d'approvisionnement de nos équipements doit être revue pour que de ce côté-là, notre souveraineté nous permette d'avoir d'abord les compétences pour rentrer dans tous ces équipements, les vérifier qu'il n'y a pas des choses cachées à l'intérieur pour nous espionner ou pour commettre des dégâts de la sorte. Ça a été utilisé par l'Israël contre le Hezbollah. Vous faisiez référence à cette actualité. C'est un élément très important et nous devons former des compétences pour que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'ensemble de nos équipements, avant le passage à la douane, ces équipements doivent être d'abord qualifiés, vérifiés, avant qu'on puisse accepter de les prendre dans notre pays. Donc ça, c'est le premier point, l'infrastructure. Ensuite, l'infrastructure, vous avez les réseaux de télécommunications. Les réseaux de télécommunications, comme vous le savez, peuvent être également piratés, peuvent être, on va dire, attaqués pour que le service, on appelle le déni de service, on va faire en sorte que les gens ne puissent pas utiliser ces réseaux. Ces réseaux sont souvent enterrés le long des routes. Eh bien, mais des malfaiteurs, parce que ça, on l'a déjà vu, peuvent venir dans les routes, ouvrir les trappes où passent les réseaux et les sectionner. Ça, on l'a déjà vu. Donc ça aussi, c'est un point très très important. Ensuite, vous avez les structures qui gèrent les données, les data centers. Absolument. Ça, ce sont des grandes infrastructures qui répondent à des normes. Donc nos infrastructures doivent répondre à des normes pour pouvoir abriter des données chez nous. Donc à ce moment-là, on passe à la souveraineté des données. Et on a le data center national à Diamniadio. Quelle évaluation faites-vous d'ailleurs de son utilisation? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons plusieurs data centers. Au niveau de l'État, nous avons le data center de Sénum qui se trouve à Diamniadio, qui rend l'ensemble des services dont l'État a besoin. Mais aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est que les data centers ne soient pas seulement l'apanage de l'État. Au contraire, les data centers doivent être mis en place par le secteur privé. Pourquoi? Parce que la protection doit, au-delà de l'État, protéger l'ensemble de l'économie. Je pense que, par exemple, si TFM, demain, a des... vous avez beaucoup de contenus. Ces contenus, il faut les protéger. Si vous les mettez en ligne et que quelqu'un les attaque et les détruit, il y a un problème. Donc, on doit pouvoir dupliquer l'ensemble de nos données partout ailleurs. Le maître mot, finalement, parce que ça, c'est très important de le comprendre. Nous sommes dans un monde connecté, interconnecté. Nous sommes dans l'Internet. Je peux vous dire que dès que vous êtes dans l'Internet, vous ne pouvez pas empêcher des spécialistes américains ou russes, des grandes puissances, vous ne pouvez pas les empêcher de vous pénétrer et de venir récupérer vos données. Ça, c'est la première chose. Vous ne pouvez pas non plus empêcher les pirates qui sont très chevronnés de le faire. Bien sûr. Donc, la question c'est, est-ce que la souveraineté veut dire qu'on ne va plus se connecter? Non. Pour moi, la souveraineté, c'est le fait de prendre les mesures pour que
personne, je dis bien personne, ne puisse vous déposséder de vos données. Oui, et ça, Ismaël Camara, c'est avoir un système de cybersécurité robuste. Robuste, c'est pourquoi, comme vous le savez, cette stratégie, ce New Deal technologique a commencé en septembre 2024, lorsque le président s'est rendu avec le ministre du numérique aux États-Unis dans le cadre d'une visite de travail où ils ont dû rencontrer les deux, donc les acteurs de la Silicon Valley pour voir qu'est-ce qui se fait de plus avancé par rapport à tout ce qui est protection d'infrastructures critiques et tout ce qui peut en tout cas nous apporter de bien en termes d'infrastructures dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. C'est pourquoi ils ont dû signer, je pense, des protocoles. Ils l'ont fait avec Google pour le supercalculateur que l'État compte mettre en place parce que ça va nous aider dans le cadre de déployer des solutions IA. Mais également, il a pu rencontrer les experts et responsables de Starlink pour des satellites pour permettre à tous les Sénégalais d'être connectés, puisque il faut s'en rappeler, du haut de la tribune des Nations Unies, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de la 70e Assemblée des Nations Unies, avait dit qu'il faut démocratiser l'accès à Internet, disons la connectivité universelle. Il faut la constitutionnaliser. Et donc, je pense que ça, c'est un pas fort, c'est une décision forte qu'il faut maintenant transformer l'essai en pouvoir en choix opérationnel, tout simplement. Voilà, en équipant notre pays par rapport aux menaces de cyberattaque. Quand on sait qu'aujourd'hui, la guerre froide qu'on a connue il y a de cela une trentaine d'années s'est déplacée sur le cyberespace. Aujourd'hui, les deux géants, ce n'est plus la Russie et les États-Unis, mais c'est plutôt le pays de l'oncle Sam et la Russie qui se regardent en chien de faïence, qui multiplie de créativité, d'audace en termes d'innovation. On a connu ChatGPT avec OpenAI, les Russes ont sorti les Chinois DeepSeek. Moins cher, avec une énergie moindre, mais très puissante. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec peu de moyens peut-être, on peut faire comme ces géants du numérique. Oui, en tout cas, DeepSeek aurait coûté, parce qu'on va mettre des guillemets selon les autorités chinoises, quelque chose comme 5 millions de dollars. Mais revenons sur le taux de pénétration de l'Internet au Sénégal. Rappelons qu'il est quand même important relativement. Il est à 113% selon des chiffres de la RTP. La digitalisation, Tidiane Seck, c'est bien parce qu'elle facilite la vie aux usagers, donc aux citoyens. Mais derrière l'enjeu régalien, comme le disait Ismaël, c'est la cybersécurité dans un contexte où l'intelligence artificielle explose. Comment se prémunir? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question et dans votre approche. D'abord, vous avez parlé d'accès. Le taux d'accès tel qu'il est présenté au niveau de l'Agence de régulation des télécoms, il faut bien le comprendre. Il s'agit de regarder, de faire le rapport entre le nombre de téléphones portables qui sont actifs sur les réseaux. Téléphone mobile. Téléphone mobile rapporté à la population. D'accord. Et donc, si le nombre de téléphones mobiles est supérieur à 18 millions... Le taux, il est de 128%. Mais ça s'explique comment? C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont 2 téléphones, voire 3 téléphones. Voire 3 téléphones. 3 téléphones. Mais si on compte à l'individu, probablement, ce taux de pénétration effectif et réel n'atteindrait jamais 100%. Il serait peut-être autour de 60, 70, 80%, ce qui serait déjà très très bien. Ah oui. Voilà. Donc, il faut bien comprendre cette notion de taux de pénétration. Maintenant, beaucoup plus important, c'est l'accès au numérique et l'accès à Internet. Aujourd'hui, je vais vous donner juste quelques exemples. Vous avez l'université virtuelle. Lorsque les étudiants s'inscrivent à cette université, mais l'avantage, c'est qu'ils peuvent rester
dans leur localité et suivre les cours à travers le net. Mais vous comprendrez bien que pour pouvoir suivre des cours en temps réel, parce que certains de ces cours sont enregistrés, d'autres se font en temps réel. Mais à ce moment-là, il faut avoir une bonne connectivité. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi je dis toujours que le haut débit, on en a beaucoup plus besoin dans les zones reculées que dans les zones que dans les villes. Oui. Parce qu'en centre-ville, on a d'autres possibilités. Tout à fait. Le deuxième exemple, lorsque vous voulez faire de la télémédecine, au fond, qui en a besoin? C'est pas ceux qui sont en ville, parce qu'ils peuvent aller à l'hôpital directement. C'est là où il y a les déserts médicaux. C'est là où il y a les déserts médicaux. Et donc, on a besoin d'avoir une connectivité extrêmement forte là-dessus. Et c'est pour cette raison que pour régler la question de l'accès dans notre pays, il faut ce que j'appelle la neutralité technologique. Il faut utiliser toutes les technologies disponibles et donner la possibilité aux opérateurs d'avoir la liberté de choisir les technologies qui sont les plus adaptées pour elles, pour pouvoir étendre la connectivité partout. Un dernier point, Ismaël a parlé tout à l'heure de Starlink. Mais il est clair que seul le satellite peut assurer une couverture nationale intégrale. Parce que le satellite se trouve en hauteur et donc voit l'intégralité du pays. Donc toutes les technologies doivent être mises à l'épreuve pour pouvoir régler la question de l'accès. Et là, si vous me permettez, sur ça, je voulais juste ajouter quelque chose, parce qu'en France, quand même, ils ont trouvé une parade. Les 4 opérateurs de téléphonie ont mis en place ce qu'on appelle le New Deal mobile. Le New Deal mobile. Ça a consisté à équiper, ça a permis aux populations des zones les plus reculées, qui sont dans des zones grises ou blanches, d'avoir accès à la connectivité. Et ça, je pense qu'ils l'ont réussi, et ça a été véritablement, ils l'ont fait il y a 7 ans, et ça a marché parce que c'était l'ARCEP, donc le régulateur, l'équivalent de la RTP ici. Il y avait les 4 opérateurs, donc en plus de cela, on doit aller vers ces convergences. Il y avait l'État et surtout les élus locaux. Maintenant, parce que bon, c'est dans des zones reculées, frontalières, il faut travailler avec les élus, même si je pense que le mindset n'est pas le même, mais je pense qu'il faut prendre exemple de ce qui a été fait en France à ce niveau-là pour permettre aux populations qui sont dans les zones les plus reculées d'avoir accès à Internet. Et sur l'aspect fondamental de la cybersécurité, Tidiane Seck, ça me semble important. Est-ce qu'il faut dès maintenant prendre en compte cet aspect? Ah oui, tout à fait. La cybersécurité, d'abord, il faut savoir que les attaques sont là. Aujourd'hui, nous le savons tous, en tout cas tous ceux qui sont dans le secteur savent que nos banques sont attaquées régulièrement, tous les jours. Il y a deux pas seulement, hein. Ah oui. À un niveau même plus supérieur. À un niveau même plus loin que les banques. Absolument. Et moi, j'étais à Rabat il y a 2 semaines, dans une conférence où on parlait d'IA et de cybersécurité. Et j'ai rencontré là-bas professeur Gueye, un Sénégalais, qui travaille dans une université américaine, mais qui en même temps officie au Rwanda. Et il me dit, lui c'est un très grand spécialiste de la question. Et il me dit que lui et ses équipes, quasiment toutes les semaines, ils font un test sur le Sénégal et ils voient ce qui se passe. Les attaques en n'ont plus finir. Sur le Sénégal? Ah oui, ils le voient. Ils ont la capacité de voir les attaques qui se passent partout dans le monde. Et donc, lui étant sénégalais, il cible et il regarde ce qui se passe au Sénégal. Et à l'issue de notre discussion, je lui disais, mais justement, dès ton prochain séjour, il va falloir venir discuter avec l'écosystème, mais surtout avec les ministères, pour leur faire part de ton expérience. Je lui lance une invitation en direct. Je lui lance une invitation en direct. Absolument. Qu'il vienne au Sénégal, qu'il nous montre ce qu'il fait. Je suis sûr qu'il y a d'autres Sénégalais qui sont ici sur place ou dans la diaspora, qui ont les mêmes types de compétences, et nous devons attaquer sérieusement la question de la cybersécurité. Un autre point très important, c'est qu'aujourd'hui, les cyberattaquants, ce ne sont plus des hackers ou des individus. Ce sont des intelligences artificielles. Et c'est pour ça que c'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Parce que lorsqu'une intelligence artificielle est configurée pour attaquer un pays, à ce moment, c'est une attaque
on va dire, stratégique. C'est une bombe nucléaire. C'est une attaque nucléaire. Ah oui, ça peut paralyser carrément un pays. Ça peut paralyser le pays. Absolument. Et pour cela, il faut donc se doter des outils similaires. Donc avoir des outils de défense qui sont des IA. Et comme ça, ça va être IA contre IA. Contre IA. Et sur cette dimension stratégique, heureusement, il y a des acquis. Ismaël Camara, il y a naturellement la cyberforce au sein des forces de défense et de sécurité. Il y a également l'école nationale de cybersécurité à vocation régionale, qui est un partenariat franco-sénégalais lancé en 2018 et qui forme des experts et sensibilise des décideurs sur les enjeux de cybersécurité. Et puis le Sénégal s'est doté également d'une loi sur la cybersécurité en 2016 de mémoire. Tout cela, ça va dans le bon sens, Ismaël Camara. Oui, ça va dans le bon sens. Mais comme vous le savez, quand il y a une stratégie est composée de projets. Mais également, il y a une partie dédiée aux réformes. Peut-être, puisqu'on est dans un secteur qui va vite, peut-être il y a quelque chose dans la loi que je ne connais pas en profondeur qui pourra être révisé. Mais ça, je laisserai aux dirigeants actuels de pouvoir et aux parties prenantes de pouvoir jeter un œil là-dessus. Mais toujours est-il, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut dire que le Sénégal a mis quand même des garde-fous, a mis en place tout un dispositif réglementaire, juridique pour permettre quand même au pays de se prémunir des attaques. Mais personne n'est à l'abri également. Et il faut beaucoup de moyens. C'est pourquoi je pense qu'il faut davantage mettre des formations telles que des certifications, parce qu'aujourd'hui c'est la tendance mondiale, former nos jeunes qui sortent dans les écoles ou bien ceux qui ont une certaine expérience de revenir pour faire certaines certifications qui ont des standards internationaux pour nous permettre quand même de faire face à ce fléau. Oui, je vais revenir vers vous parce que j'aimerais qu'on parle de l'immédiat et de la création des contenus numériques, mais Tidiane Seck, on lit également dans le document concernant donc la mise en œuvre du SN 2025 que malgré un investissement important, massif, les objectifs sont loin d'être atteints avec 19% de réalisation stratégique. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça et quelles sont les erreurs à corriger aujourd'hui en 2025 avec cette nouvelle stratégie? Tout à fait. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on a quand même une faiblesse au Sénégal, c'est la faiblesse de la mise en œuvre. Nous mettons en place des politiques, nous mettons en place énormément de documents, d'études, mais la mise en œuvre fait défaut. Et je pense que ce que nous avons entendu par exemple ce matin sur la stratégie numérique, le New Deal technologique, c'est l'insistance particulière qui est faite sur la mise en œuvre avec un programme qui est relativement ramassé, 12 programmes, 50 projets. Pour l'instant, ces 50 projets ne sont même pas encore totalement détaillés parce que ces projets doivent être rediscutés avec l'ensemble des acteurs pour les affiner. Et tous ces projets devront être maturés pour qu'on ait de véritables documents, de telle sorte que, on pourra plus facilement trouver les financements, soit en interne dans notre budget, parce qu'il y a des sommes qui ont été prévues pour, soit avec la coopération ou avec le secteur privé. Moi, je pense plutôt d'ailleurs au secteur privé local. Et là, c'est un clin d'œil que je veux faire pour montrer que souvent, on pense qu'on a tout le temps besoin de l'argent de l'extérieur. La réponse est non. Ah bon? Il y a beaucoup de projets, des projets tout à fait importants. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le projet de l'identité numérique ou un projet de permis de conduire. Mais lorsque vous prenez votre permis de conduire, vous payez. Donc ça veut dire que c'est un projet qui génère des revenus. Tout à fait. Dans tous les projets de cette nature-là, on ne doit même plus réfléchir, on n'a pas à chercher des financements. Oui, mais justement, l'État doit donner le mandat au secteur privé national, l'accompagner. Ce secteur privé va aller lever les fonds auprès des banques, puisque le modèle économique est sustainable, comme on dit. Rappelons qu'il y a 12 programmes prioritaires donc, pour assurer cette transformation. Rappelons-le dans un contexte quand même d'inexistence de marge de manœuvre budgétaire et financière. Tidiane Seck vient de donner une piste. Comment financer tout cela, Ismaël Camara, cette transformation numérique?
800 sur les 1,105 milliard, c'est ça? Oui. 800 millions sont déjà mobilisés dans le cadre donc de l'agenda de transformation 2050, la vision 2050. Le nouveau référentiel sont déjà budgétisés, budgétisés. Oui. Et je pense que 150 émanent du privé. Oui. C'est ce qui ressort du document. De vision, de la vision 2050. Oui. De la stratégie. 155 milliards du privé. Oui. Il reste maintenant 155 millions à chercher pour pouvoir compléter le restant en fait. Oui. Et donc, je rejoins Tidiane qui a parfaitement raison. Le secteur privé national et aujourd'hui l'a toujours demandé, l'a toujours réclamé à travers Optique, à travers d'autres structures, que la commande publique nationale puisse revenir au secteur public privé national. Oui. D'ailleurs, ils se sont constitués en coopérative récemment pour véritablement capter ces fonds-là et cette fois-ci, ils ne seront pas les sous-traitants. Mais qui sont ces acteurs? Parce que c'est important aussi de les citer. Est-ce qu'on a des champions nationaux qui peuvent porter ce niveau de financement, Tidiane Seck? Moi, je peux vous assurer que oui. Ah oui. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez dans les autres pays africains, Bénin, y compris la Côte d'Ivoire, vous allez trouver des entreprises sénégalaises à qui on confie des projets extrêmement importants. Et donc, ce n'est que dans notre pays, souvent, justement, qu'on prend des projets importants et on les confie aux étrangers. Mais la question, la question doit être bien cernée. Ce n'est pas une histoire d'étrangers, c'est une histoire de compétences. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les compétences, nous les avons. Ah oui, nous les avons dans nos entreprises qui se déploient à l'international, notamment en Afrique, un peu partout. Vous prenez le cas de Gaindé. Gaindé, son produit tourne au Kenya, tourne même, je crois, dans un pays asiatique. Vous voyez, et ce sont des produits, le produit Gaindé, au départ, c'est un produit qui a été fait entièrement au Sénégal et par les Sénégalais. Mais le champion, le fleuron... Vous en avez d'autres. Vous avez d'autres. Vous avez la Sonatel. Oumar Cissé avec InTouch, qui est présent dans quasiment tous les pays africains, à côté de Total, avec sa solution. La Sonatel est présente dans beaucoup de pays de la sous-région, ce qui en fait effectivement, d'ailleurs, notre champion numéro 1. Absolument. Mais potentiellement, je ne veux pas citer comme ça des noms d'entreprises, mais je peux vous assurer que à l'intérieur de Digital Sénégal, vous avez l'ensemble des entreprises, des PME du numérique, mais vous avez également l'ensemble des startups du numérique. Tout ça mis devant la table est une force extraordinaire pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des projets. Digital Sénégal donc peut accompagner l'État dans le financement de ces projets. D'autant plus que les nouvelles autorités également font un clin d'œil à la diaspora sénégalaise. Donc je pense que les diasporas, ceux qui sont au niveau de la diaspora, peut-être ils pourront mettre la main à la poche pour véritablement financer certains projets. Et ça, on en a besoin. Et sinon, il y a les partenaires financiers et techniques du Sénégal qui seront toujours là pour accompagner certains projets. Dernière question, Ismaël Camara, concernant l'immédiat, donc et la création, les médias en ligne et la création de contenu numérique. Le plan évoque un accompagnement des médias en ligne et créateurs de contenu dans leur expansion afin de promouvoir la destination et l'investissement au Sénégal. Est-ce que c'est en droite ligne avec les récentes mesures du ministère de la Communication? Ce n'est pas vraiment l'amour fou entre la tutelle et le CEDEPS, on peut dire. Peut-être je n'ai pas... Oui, on l'a constaté, mais je pense que si on met l'immédiat dans l'axe 3 de la stratégie, ça rejoint à ce que les autorités ont demandé quelque part aux patrons de presse. C'est-à-dire aujourd'hui, le modèle économique a complètement changé, le numérique impacte les médias, donc je pense que c'est là-bas où tout se joue.
C'est-à-dire on est à l'ère de la, je veux dire, pas de la, comment ça s'appelle? De la digitalisation. De la digitalisation, mais ça m'est échappé. Mais en tout cas, ce que je voulais dire de la diversification. La diversification. Et la diversification, une des parties les plus importantes, c'est aujourd'hui le digital. C'est d'avoir un site responsive, un bon site où il y a un accès à tout moment à tout lieu. Oui. Et bien sécurisé. Et d'être présent sur les over the top comme YouTube, avec une chaîne YouTube qui pourra vous permettre de monétiser quand vous êtes un média. Oui. Et d'être également sur Facebook. Pour également avoir de la monétisation, mais on sait que c'est pas beaucoup. C'est d'ailleurs là où j'appelle les acteurs des médias à davantage travailler et faire un plaidoyer au niveau de leurs collègues de la sous-région. Parce qu'aujourd'hui en Europe, les GAFAM donnent beaucoup ont dégagé un fonds pour accompagner les médias. Oui. Mais ça, c'est un plaidoyer qui a été porté au niveau communautaire. Oui. Parce que nos médias face aux GAFAM ne représentent absolument rien. Absolument. Donc, ce que je les appelle, donc, les patrons, et puis les autres acteurs qui sont là, la Convention des jeunes reporters, d'autres structures de la presse, à réfléchir ensemble et à mettre un bon plaidoyer et puis de sensibiliser leurs collègues de l'UEMOA, de la CEDEAO. Et une fois c'est fait, ils peuvent porter le dossier pour pouvoir maintenant bénéficier des droits voisins dans la mesure où, que ce soit Google, Facebook ou les GAFAM se nourrissent quand même des contenus des médias. Absolument. Donc il faut quelque part qu'on ait un fonds qui nous permette quand même d'avoir de l'argent en plus de la monétisation en ligne et peut-être, c'est pas le sujet, mais d'être dans l'événementiel aussi. On a commencé avec vous, on termine avec vous. Tidiane Seck, la gouvernance institutionnelle. On a parlé ce matin de fragmentation institutionnelle. Que vous inspire ce portage, en tout cas propulsé par les nouvelles autorités? Alors le portage qui a été proposé aujourd'hui avec la création de Gouvnum, une instance de très haut niveau rattachée à la primature. Pourquoi à la primature? Parce que l'essentiel des projets qui vont être déroulés sont des projets interministériels. Lorsque vous offrez un service aux citoyens, très souvent, il y a beaucoup de ministères qui interviennent dans la production du résultat final. Et donc, si vous voulez digitaliser, il faut une gouvernance globale qui parle à l'ensemble des ministères. Et puis surtout, comme les technologies sont relativement compliquées, il faut rassembler ses forces pour avoir de la cohérence. Aujourd'hui, notre problème, contre la fragmentation, pour lutter contre cela, il faut faire de l'interopérabilité. Il faut interconnecter les systèmes qui existent dans les ministères pour ne pas recréer... Mais ça, il y a eu le guichet unique avec Sénégal, avec le guichet unique sous le président Macky Sall. Tout à fait, mais vous comprenez, le guichet unique... Dans le cadre du Smart Sénégal, absolument. Je veux dire. Le guichet unique, tous les pays proposent des guichets uniques. Mais le guichet unique, c'est l'interface qu'on voit avec le citoyen. Mais dans les espaces Sénégal Service. Mais tout ça, c'est ce qu'on fournit au citoyen final. Mais pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à fournir dans ces Sénégal Service des documents totalement électroniques? Pourquoi? Parce que tout le système et les données ne sont pas encore connectés. Donc il y a un travail extrêmement important. Et je voudrais signaler dans ce travail-là deux choses importantes qui ont été dites aujourd'hui. Et si vous lisez bien la stratégie, vous verrez que il y a deux éléments qui sont ce qu'on appelle des fondements. C'est l'identité numérique des personnes. Donc les personnes physiques sont le début et la fin de l'ensemble des processus. Absolument. Donc si on ne les identifie pas de façon fiable, on ne peut pas avoir de service numérique. De notre côté, il faut identifier également, digitaliser les assets. Les assets, c'est quoi? Ce sont les biens. Les biens reposent sur quoi? Les biens reposent sur la terre. La terre, c'est le foncier. C'est pour cette raison principale que vous verrez qu'il y a ces deux fondements qui sont sortis de l'ensemble des projets, identité numérique et digitalisation du foncier. Et la raison fondamentale, c'est celle-là. C'est que ce sont ces deux constituants
essentiel de la nation. Oui. La nation, c'est quoi? C'est la terre, c'est les hommes et les institutions. Oui, absolument. Merci beaucoup, Tidiane Seck. Vous voulez rajouter un dernier mot? Justement, c'est sur l'axe 4 qu'on n'a pas touché. Le fait qu'on veut que le Sénégal joue un rôle soit quand même le hub technologique en Afrique, joue un rôle de leader. Oui. Je pense que ça rejoint la stratégie 2050, l'agenda 2050. Oui. Puisqu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons un ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Je pense que là, le Sénégal a une chance de se positionner sur le plan africain. Parce qu'on a parlé dans le document d'intégration numérique. Oui. Et pour moi, dans cette intégration numérique, il faut mettre le récit africain. Je ne parle même pas du récit sénégalais. Qu'on puisse mettre dans notre IA l'histoire de nos ancêtres. Ça peut être la Dior Ngoné Latyr Diop, Aline Sitoé, la reine Pokou, Chaka Zulu, mais raconté par nos historiens, parce que ça va nous permettre quand même de faire ce travail d'éducation au numérique. Ça passe également par ces solutions-là. Et je finis tout simplement en disant que, par exemple, le citoyen européen aujourd'hui a la chance d'avoir, comment dirais-je, s'il décide qu'on supprime ces données sur le net, il peut l'avoir à travers le droit à l'oubli, alors que le citoyen africain ne l'a pas. Je pense que le Sénégal doit se positionner par rapport à l'axe 4 sur ces questions-là pour mobiliser les autres États autour de ces questions-là, afin que le citoyen africain puisse avoir le droit à l'oubli. Il y a du chemin. Le débat est très passionnant. Est-ce que vous permettez juste un élément très important? Allez-y, allez-y. C'est l'éducation. Oui. On parle d'intelligence artificielle, mais ce qu'il est extrêmement important de dire, c'est que cela passe par l'éducation aux sciences mathématiques et à la logique dès le bas âge. Oui. Moi, je pense que le système éducatif doit faire une grande réforme pour introduire ces matières-là du primaire jusqu'au secondaire avant d'arriver à l'université. C'est ce que la Chine a fait et c'est pour cette raison que la Chine fait les pas de géant. Les meilleurs mathématiciens et les meilleurs scientifiques aujourd'hui sont des Chinois. Absolument. Si on veut être les meilleurs demain, il faut que nous éduquions nos enfants aux mathématiques et à la logique. Et c'est ce que des pays africains font. Hein. On pouvait parler du cas de l'Afrique du Sud, qui est aujourd'hui un véritable hub. Hein, puisqu'on parle de hub, on peut parler également du cas de l'Égypte. Messieurs, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Tidiane Seck, vous avez mis en œuvre, rappelons-le, l'Agence de l'informatique de l'État. C'est avec vous que tout a commencé, on peut le dire comme ça. Nous sommes très heureux de vous recevoir, en tout cas sur TFM, et que vous avez également élaboré la stratégie SN 2025 et que vous êtes un expert en stratégie numérique. Ismaël Camara, merci beaucoup. Merci. Journaliste, consultant et spécialiste du numérique. Et rappelons que ce plan nécessite un investissement de 1105 milliards de francs CFA pour une révolution numérique 2025-2034 et que 155 milliards de francs CFA devront être mobilisés pour les 12 programmes prioritaires. Restez avec nous sur TFM, vous êtes au bon endroit, bonne soirée.